Bienvenidos, señoras y señores, a esta sesión de la edición 2021 de la literatura hoy, organizada por la Biblioteca Luis Ángel Arango con autores africanos e afrodiaspóricos para posibilitar el intercambio entre los continentes africano y América Latino y la diáspora también. Las escrituras postcoloniales africanas y afrodiaspóricas son testimonios creativos de las trayectorias y de experiencias históricas que han configurado las identidades y definido el papel de las sociedades antiguamente colonizadas en un contexto global contemporáneo. Esas experiencias constituyen la base del florecimiento de producciones literarias que se proponen el deber de reexaminar el pasado, la urgencia de entender el presente y la necesidad de imaginar, de inventar nuevos futuros. Hoy tenemos como invitado el escritor martiniqueño Patrick Chamoiseau. Patrick Chamoiseau es un autor francés de Martinica, figura clave del movimiento de creolidad. Escribe en casi todos los géneros mayores de creaciones literarias: novelas, cuentos, ensayos, teatros, cómicos, guión y cuentos infantiles, y mucho más. Por su novela Texaco recibió el Prix Goncourt en 1992, un texto considerado como una obra maestra. Es ganador de múltiples otros premios como el Prix Carpe por su texto En temps d'enfance, el primer libro en una trilogía autobiográfica que se llama Une enfance créole. En 1999 ganó también el Prince Claus Award por su contribución a la sociedad caribeña. Las temáticas sobresalientes de su trabajo, de sus obras, se resumen en la memoria, la historia, la creolidad, la diáspora y un término que creó es muy nuevo e innovativo, que se llama la metáspora, la colonialidad, la relacionalidad y lo que llama él y su gran amigo Edouard Glissant, le tout monde. Bienvenue, Monsieur Chamoiseau, à cet échange et c'est un grand plaisir en fait de vous revoir. Merci, bonjour. Bonjour, et j'aimerais commencer par une question assez simple. Vous auriez peut-être en fait entendu en espagnol, même si vous ne comprenez pas parfaitement cette langue. J'avais des difficultés en fait à vous catégoriser. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous vous considérez comme un écrivain français, un écrivain francophone, un écrivain américain, latino-américain, euh, négro-africain? Autant de possibilités que peut-être vous allez disqualifier, je ne sais pas, mais comment est-ce que vous vous considérez? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, pour me considérer, pour comprendre la manière dont je me considère, il faut qu'on prenne en compte la situation actuelle du monde. Aujourd'hui, après la colonisation occidentale, qui a rassemblé les cultures et les civilisations, la colonisation occidentale a provoqué beaucoup de malheurs, beaucoup d'effondrements de civilisations, beaucoup de génocides, mais il y a un phénomène qui s'est produit qui n'était pas prévu par la colonisation occidentale, c'est que les cultures, les peuples et les individus aujourd'hui sont entremêlés. Et cet entremêlement de cultures, de civilisations et d'individus, Édouard Glissant a appelé cela la relation. Et nous vivons aujourd'hui dans un vaste phénomène relationnel que Glissant appelle le tout-monde. Donc le tout-monde, c'est véritablement toute la diversité des émergences qui viennent de l'espèce Homo sapiens qui aujourd'hui se rencontrent, se mélangent et produisent du nouveau. Ce qui fait que lorsqu'on considère un écrivain contemporain, on ne peut plus le considérer comme on l'aurait fait avant la colonisation. C'est-à-dire qu'avant la colonisation, on avait des communautés qui vivaient avec leur langue, leur territoire, leurs dieux, leurs frontières. On avait des États-nations avec leurs frontières, leur langue,
leur drapeau, leur territoire, et on avait les individus qui étaient à l'intérieur de ces communautés et qui n'avaient d'une certaine manière pas tellement de possibilités d'échapper à cette communauté. Aujourd'hui, tout cela se mélange, se rencontre et produit du nouveau. Ce qui fait que dans la situation contemporaine, on a une complexité identitaire assez extraordinaire. Alors, pour prendre mon cas, moi, j'écris en français, mais je suis plus proche de n'importe quel écrivain des Antilles ou des Amériques qui écrit en espagnol, en anglais ou en créole. La langue qu'on utilise pour écrire ne suffit pas à créer la fraternité. La langue que l'on utilise pour écrire peut créer une solidarité. Donc, je suis solidaire de tous ceux qui écrivent en français comme moi, mais la langue ne donne pas ma nationalité. Ce n'est pas parce que j'écris en français que j'appartiens à la littérature française. J'écris en français, je suis solidaire de la littérature française, mais j'écris en français, mais j'appartiens à cette littérature des Amériques où s'est produit un phénomène de créolisation assez particulier qui a donné une civilisation américaine, une civilisation antillaise. Donc aujourd'hui, euh, si on reste toujours sur mon cas, j'ai la peau noire, mais je suis plus proche de n'importe quel écrivain blanc des Amériques ou des Antilles que d'un écrivain africain, même si j'ai des solidarités immémoriales évidentes avec l'Afrique. Donc, les fraternités sont données par des structures d'imaginaire et les fraternités ne sont plus données par les marqueurs identitaires traditionnels qui étaient la langue, le lieu de naissance, l'apparence physique, le phénotype. C'est cette complexité-là qui est la nôtre. Ce qui fait que généralement, quand on me demande qui je dis que je suis un créole américain, un écrivain créole américain. Ça signale deux choses. Ça signale que j'appartiens à ce phénomène de créolisation qui s'est produit dans les Antilles et dans les Amériques. Et ça veut dire que mon espace de référence dans le tout monde, ce sont les Amériques, toute la diversité des Amériques. Et cette nouvelle complexité-là très importante de comprendre. Si on prend seulement la langue, on va mélanger des gens qui n'ont pas grand-chose à faire ensemble, qui n'ont pas le même rapport au monde, qui n'ont pas le même rapport à la diversité, qui n'ont pas le même rapport au racisme, qui n'ont pas le même rapport à la diversité du monde. Si on prend seulement l'apparence physique, là aussi, on va mélanger des gens qui n'ont pas la même structure d'imaginaire. Ce qui est le plus déterminant aujourd'hui pour trouver les fraternités, ce sont les structures d'imaginaire. Et qu'est-ce que j'appelle l'imaginaire? C'est véritablement cette sorte de filtre mental dans lequel nous vivons et à partir duquel nous apprécions et nous vivons la totalité monde qui nous est faite. Et cette complexité-là est très importante à considérer. Ce qui fait qu'une anthologie littéraire qui prendrait le lieu de naissance, ou qui prendrait la langue, ou qui prendrait l'apparence physique, un peu comme quand j'avais 12 ans, je lisais une anthologie de littérature négo-africaine qui était faite par Sangor ou je ne sais plus qui. Eh bien, ils avaient rassemblé tous ceux qui étaient noirs et puis ils les avaient mis ensemble. Alors, c'était bon, c'était vrai. Pourquoi? Parce que tout cela, ils avaient le point commun de lutter contre la colonisation occidentale. Maintenant, nous sommes à une période où la colonisation a changé. L'Occident domine encore le monde, l'intention occidentale domine encore le monde, mais on n'est plus dans les mêmes modalités de colonisation. Et le combat que nous devons mener aujourd'hui est beaucoup plus complexe qu'à l'époque où il fallait simplement se battre contre la domination occidentale. Et à partir de là, la seule référence à la couleur de peau ne suffit pas. La couleur de peau donne une solidarité, mais elle ne crée plus les fraternités comme elle le créait auparavant. D'accord, c'est vraiment une réponse assez complexe et je comprends d'ailleurs en fait cette situation. Donc, vos propos sont à l'encontre en fait de la supposition qu'on attribue souvent en fait à Frantz Fanon que l'usage d'une langue est comme, parce qu'en fait l'usage d'une langue structure aussi votre manière de penser
Donc, ce n'est pas, pour vous, ce n'est pas forcément une sorte d'asservissement. C'est-à-dire, en fait, on peut employer une langue, mais tout en restant, disons, critique vis-à-vis, en fait, la culture qui est véhiculaire, en fait, de cette langue, si je vous comprends bien. Oui, c'est ce que j'ai écrit dans mon dernier livre. J'ai dit que écrire, c'était désarmer les langues. C'est désarmer une langue. C'est-à-dire qu'il faut considérer que les langues sont armées. Elles ont été armées pendant la colonisation. Pourquoi? Parce que les colonisateurs ont établi une hiérarchie entre les langues et lorsqu'on apprenait une langue, on apprenait une vision du monde. On intériorisait une vision du monde, une manière de penser. On intériorisait des principes et des valeurs. Et généralement, on intériorisait les valeurs de celui qui était à l'origine de la langue. Donc, d'une certaine manière, pendant la colonisation, pendant la domination coloniale, lorsqu'on apprenait une langue, on adoptait les principes et les valeurs du colonisateur. Mais aujourd'hui, dans la relation, les individus ont échappé aux communautés d'origine. Ils ont échappé aux absolus linguistiques, aux absolus territoriaux, aux absolus identitaires. Et chaque individu doit se construire tout seul dans un flux relationnel. Ce qui fait que chaque individu, aujourd'hui, doit décider de son rapport aux langues qu'il rencontre. Alors, ce qui se passe dans le monde contemporain, il suffit de regarder un peu dans le monde de la littérature. Beaucoup d'écrivains changent de langue. Euh, euh, Cabrera Infante, un écrivain cubain, il écrivait au départ en espagnol et après, vers la fin de sa vie, il écrivait en anglais. Comment il s'appelle? Kundera, il écrivait en tchèque et maintenant il écrit en français. On s'aperçoit que les écrivains changent de langue, se déplacent dans les langues et que même en se déplaçant dans les langues, ça ne change pas ce qu'ils sont. Ce qui fait que c'est dans l'ancienne perception de l'identité, celle qui existait avant la relation, dans l'ancienne perception de l'identité, on pensait que la langue était une colonne vertébrale, qu'elle déterminait votre esprit, votre manière de penser, vos valeurs, votre vision du monde. Alors que la langue aujourd'hui n'est qu'un outil. Elle est d'autant plus un outil qu'un écrivain contemporain a plusieurs langues qui viennent vers lui. Quand Balzac écrivait, il n'avait sur la table à la limite que la langue française. Alors qu'aujourd'hui, un écrivain contemporain, on voit le problème avec James Joyce. Joyce, lorsqu'il écrivait Ulysse, il disait la langue anglaise ne suffit pas, il faut que j'aille au-delà de la langue anglaise. Et il a commencé à chercher toute espèce de langage pour produire ce qui se passait dans son esprit. C'est cette nouvelle réalité-là. Donc, les langues ne sont plus déterminantes. Ce qui est déterminant, c'est l'imaginaire. La langue n'est qu'un outil. Quelle que soit la langue qu'on utilise, ce que doit faire l'écrivain, c'est, quelle que soit la langue qu'il utilise, c'est de soumettre la langue à son imaginaire. Et cet imaginaire provient de son expérience individuelle, pas de son expérience communautaire, mais de son expérience individuelle dans la totalité monde. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, c'est quand même une position qui rythme bien avec celle de beaucoup d'écrivains, en fait, d'Afrique subsaharienne, dont Amadou Kourouma, en fait, qui écrivait en un français ensoleillé, en fait, en malinké, en fait, qui est la langue de son ethnie. Il y a aussi Sonny Labotance qui disait, j'écris en langue française parce que c'est la langue en laquelle mon peuple a été violé. Et en écrivant, c'était un rapport de force. Et donc, c'était pour lui, en fait, comme pour démontrer, en fait, sa puissance. Donc, au sein de en fait, de la langue française, il opérait une sorte de subversion de D'accord. l'imaginaire français. C'est-à-dire Donc, que auparavant, lorsqu'on était avant la relation, avant le fait que les cultures, les civilisations, les individus se mélangent, sont très mobiles, etc., et que des choses nouvelles se produisent, avant la relation, on vivait dans une communauté avec un absolu. Et il y avait l'absolu religieux, il y avait l'absolu identitaire, il y avait l'absolu des traditions, il y avait l'absolu du territoire et il y avait l'absolu de la langue. Et lorsqu'on vivait avec un absolu dans la langue, on avait un imaginaire qui était monolingue.
Et, et aujourd'hui, il nous faut distinguer entre l'imaginaire monolingue qui appartient à l'ancienne structuration du monde en communauté basée sur des absolus et l'imaginaire multilingue qui appartient au monde de la relation, au fait que le monde est devenu un tout-monde relationnel entre cultures et les civilisations. Ce qui fait que quand on a un imaginaire monolingue, on pense que la langue est vraiment l'essence de ce que l'on est. Et on traite la langue comme un absolu. Alors que lorsqu'on a un imaginaire multilingue, on aime toutes les langues, on respecte toutes les langues, on défend les langues qui vous appartiennent parce que lorsqu'on a un imaginaire multilingue, on ne hiérarchise pas entre les langues et on n'accepte pas qu'une langue disparaisse. Toutes les langues sont bonnes, toutes les langues sont belles, toutes les langues sont à défendre. Quand on a un imaginaire multilingue, on comprend que personne ne peut sauver sa langue en laissant mourir les autres langues. Et c'est pourquoi l'écrivain qui a un imaginaire multilingue, c'est quelqu'un qui, dans le langage qu'il va produire en utilisant sa langue d'écriture, il va produire un appel à toutes les langues du monde, une sorte de célébration de toutes les langues du monde. Et c'est la meilleure manière de lutter contre l'esprit colonial, qui est de ne pas hiérarchiser les langues, d'aimer toutes les langues, d'accueillir toutes les langues, et que dans chaque langue qui nous est donnée, de produire son expression singulière. D'accord, merci beaucoup. En fait, et comme vous avez fait référence vous-même à un auteur que j'admire beaucoup, en fait, dont les ouvrages sont tellement intéressants, c'est-à-dire James Joyce, avec son ouvrage Le portrait d'un artiste comme jeune, un jeune homme. En fait, vous avez écrit en fait une trilogie en fait de mémoire de récits d'enfance, en commençant par Un temps d'enfance. J'aimerais savoir en fait comment est-ce que vos expériences en tant que jeune homme, en tant qu'enfant, vous ont moulé et vous ont donné cette envie de devenir écrivain. C'est-à-dire en fait, quelles sont les expériences, quelles sont, et surtout en fait par rapport à la question de mémoire, de l'histoire de l'espace où vous avez grandi en Martinique. Oui, alors j'ai écrit effectivement une trilogie où je parle de mon enfance, mais ce n'est pas ce ne sont pas des récits autobiographiques. Disons que c'est plutôt une autobiographie d'écrivain. Dans ces trois récits sur l'enfance, j'essaye de comprendre comment un petit négrillon qui va naître à Fort-de-France, en Martinique, dans une petite colonie post-coloniale, post-esclavagiste, va devenir un écrivain. Comment ça s'est passé? Et là, j'ai essayé de comprendre, parce que ce qui se passe quand on écrit, écrire, c'est se poser une question. Chaque fois qu'un écrivain écrit un livre, il répond à un certain nombre de questions pour lesquelles il n'a pas la réponse. Et c'est l'écriture du livre qui lui donne la réponse. Ce qui fait que lorsque j'ai fini d'écrire mes trois récits d'enfance, j'ai compris comment et pourquoi j'étais devenu écrivain. Alors pourquoi je suis devenu écrivain? La première raison, c'est que j'étais le dernier enfant d'une famille de 5 enfants et que j'étais tout seul. Donc j'ai été scolarisé en dernier. Je me suis retrouvé tout seul dans la maison d'enfance et comme je m'ennuyais, je fouillais un peu partout et j'ai découvert une boîte sous la penderie dans laquelle ma mère entassait les livres qu'elle recevait de l'école. Parce qu'à l'époque, lorsque les élèves travaillaient bien, on leur donnait des prix d'excellence. Et généralement, c'était des livres. Et mes frères et sœurs qui travaillaient bien avaient reçu beaucoup de livres. Et comme ma mère, qui ne savait pas trop lire, respectait énormément les livres, elle prenait les livres et elle les mettait dans une boîte et elle cachait la boîte dans la penderie parce qu'il n'y avait pas de bibliothèque. Et moi, j'ai découvert ça et tout de suite, j'ai commencé à feuilleter les livres, à regarder les images, ce qui fait que les livres sont devenus très, très rapidement mes amis. Et dans ma plus petite enfance, j'avais autour de moi des livres. Donc, ça, c'est la première raison. On devient écrivain parce que l'on lit, et parce qu'on a du plaisir à lire, on a du plaisir de lecture, et ce plaisir de lecture provoque des phénomènes d'admiration. On admire ceux qui nous procurent autant de plaisir, et quand on admire, on imite. J'ai beaucoup imité les auteurs que j'aimais, et puis progressivement, mon écriture est devenue celle qui est
celle qui est la mienne aujourd'hui. Donc, c'est la première raison, je lisais beaucoup. La deuxième raison, c'est que je suis né en Martinique, dans un pays où il y avait deux langues. Donc, il y avait la langue créole qui était née dans les plantations esclavagistes, qui était la langue de l'esclavage, des champs de canne à sucre, etc. Donc, c'était une langue infériorisée, c'était une langue dominée. C'était la langue de ma mère, c'était la langue du quartier, de la rue, du peuple. Et puis, il y avait la langue dominante, la langue française, qui était la langue du colon, qui était la langue des gendarmes et qui était la langue de l'école. Ce qui fait que quand j'étais chez moi avec mes frères et sœurs et mes voisins, on parlait en créole. Mais lorsque j'ai dû quitter chez moi pour aller à l'école, je me suis retrouvé dans l'univers de la langue française. Je me suis retrouvé en face d'une langue qui n'était pas ma langue maternelle, une langue que je devais apprendre, et en plus, on m'interdisait d'utiliser la langue créole. Et comme j'étais créolophone, la langue créole, c'était vraiment ma langue d'expression, à l'école, je suis devenu muet. Je suis devenu muet parce que je n'osais pas parler parce que lorsqu'on utilisait la langue française, il fallait absolument pas la mélanger avec la langue méprisable qui était la langue créole, la langue dominée, la langue des champs de canne, la langue des nègres, etc. Donc, j'ai eu ce problème-là. J'ai eu un problème très douloureux, très invalidant, qui était un problème linguistique. Donc, comme je ne pouvais pas m'exprimer spontanément dans ma langue maternelle, je suis devenu muet. Et à l'école, pour survivre à l'école, quand on est muet, on a intérêt à savoir écrire. Donc, comme je lisais beaucoup, ça m'a permis de développer très rapidement une compétence écrite pour m'exprimer en français. Ce qui fait que je ne disais rien quand il fallait parler à l'oral, mais lorsqu'il y avait des rédactions à faire, j'étais très, très, très bon. Ce qui fait que finalement, l'écriture m'a permis de compenser le drame linguistique qui a été le mien pendant de longues années, qui m'a rendu, qui m'a rendu muet. Et puis, l'autre raison, une raison un petit peu plus poétique, c'est que quand j'étais enfant, tous les matins, j'avais un grand frère qui était un mathématicien, quelqu'un de très génial. Il était mathématicien, mais il aimait beaucoup la poésie. Il avait un esprit scientifique, mais il avait aussi l'esprit de finesse d'une certaine manière. Et tous les matins, au lever du soleil, il se mettait devant la fenêtre de la maison et il saluait le lever du soleil, une sorte de cérémonie païenne. Il saluait le lever du soleil. Et pour saluer le lever du soleil, il prononçait des vers de Césaire, des vers d'Aimé Césaire. Et il disait, et voici les 100% hennissants du soleil parmi la stagnation. Ce sont des vers de Césaire. Et moi, je l'ai tellement vu faire ça que j'ai toujours pensé que la poésie était capable de faire lever le soleil et que c'est grâce à la poésie qu'on avait les journées ensoleillées. Et ce rapport à la poésie est très précieux parce que ça m'a donné le goût d'aller à la rencontre des poètes, d'aller d'abord à la rencontre de Césaire et d'aller à la rencontre des poètes, de lire les poèmes à haute voix et de donner à la poésie, de conférer à la poésie une puissance créative extraordinaire. Et tous ces éléments-là se sont combinés et ça m'a donné le goût de la littérature. D'accord, merci beaucoup. En fait, je rencontre encore beaucoup de parallèles avec des écrivains africains. En fait, d'aucuns ont documenté en fait cette expérience de l'interdiction de la langue maternelle dans les écoles et comment ils sont devenus écrivains par la suite comme une sorte de revanche en quelque sorte. Euh, et donc, je me dis en fait, comme vous avez aussi évoqué le nom de Césaire, en fait, la Martinique, c'est une région qui a produit beaucoup d'écrivains de grands renom, en fait, c'est-à-dire qui ont influencé, en fait, les différents courants de la pensée décoloniale et postcoloniale, en fait, en Afrique et comme en Amérique latine aussi. Donc, Aimé Césaire est une figure vraiment, c'est une sorte d'épigone pour beaucoup d'écrivains africains, surtout. Et quelle a vraiment été
en fait de M. Césaire, parce qu'en fait je vois, comme vous l'avez dit en d'autres occasions vous-même, il y a comme une sorte de différentes phases. L'influence de Césaire au début et par la suite vous vous êtes rendu compte que sa poétique, sa vision était importante mais appartenait à une autre époque. Mais il y a par la suite l'influence de Glissant, c'est pas le maître de la créolité ou bien de tout le monde. Comment est-ce que en fait, ces deux figures précurseurs vraiment, ça dit, en fait, ont coexisté dans votre conscience d'écrivain? Oui, oui. Alors, donc, lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai eu tout de suite ce qu'on peut appeler une crise d'adolescence. Euh, et j'ai voulu d'abord comprendre ma peau noire. Pourquoi j'avais des questions sur ma peau noire? C'est parce que dans tous les livres que je rencontrais à l'école, tout le monde était blanc. Les paysages étaient les paysages d'Europe. Je vivais vraiment dans mes lectures, Lamartine, Victor Hugo, tous ces auteurs que j'aimais et que je lisais toute la journée, avaient déporté mon imaginaire dans un monde occidental blanc. Et ma réalité était une réalité antillaise avec des Noirs, des Indiens, enfin bon, une réalité un peu métissée, créole et très largement africaine, mais mon imaginaire était blanc. Ce qui fait que lorsque j'ai pris conscience de cette difficulté-là, que je ne ressemblais pas aux gens qui étaient dans les livres, j'ai voulu comprendre ce que nous étions, ce que j'étais, d'où venait le fait que j'étais noir aux Antilles, quelle était la situation de mon pays, enfin bon, toute la crise d'adolescence. Et c'est Césaire qui m'a apporté les premières réponses. Donc, comme mon frère lisait Césaire pour faire lever le soleil, tout de suite, j'ai plongé dans le cahier d'un retour au pays natal. Et dans le cahier de retour au pays natal, j'ai découvert la colonisation, la nécessité de lutter contre la domination occidentale, la nécessité de récupérer la mer Afrique qui avait été perdue au loin, la nécessité de valoriser ma peau noire, toutes les civilisations noires. D'une certaine manière, je fais ma négritude avec Césaire et je deviens un militant anticolonialiste. Et ça m'a accompagné pratiquement jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais la difficulté, très rapidement, c'est que effectivement, la colonisation occidentale avait créé, d'une certaine manière, un monde manichéen. Il y avait le monde blanc et il y avait le monde non blanc. Ce qui fait que lorsqu'on avait un discours comme celui-là, il suffisait de se dire, je ne suis pas occidental, je ne suis pas blanc, et d'en rentrer dans le camp des colonisés, qui était en général pas blanc. Et à ce moment-là, on avait une sorte d'explication du monde, quoi. Les combats étaient pertinents. Lutter contre la domination occidentale blanche, valoriser les valeurs africaines, valoriser toutes les valeurs qui n'étaient pas occidentales et qui étaient dominées par l'Occident, était un combat qui était pertinent. Mais ce qui s'est passé avec la colonisation, c'est que l'Occident lui-même a été modifié par tous les peuples d'Afrique, d'Asie, de l'Inde que l'Occident a rencontrés. Il y a eu des changements culturels, des courants de pensée, des courants philosophiques. Et ce qui s'est produit aussi, c'est que avant le choc colonial, nous vivions dans des absolus communautaires, des ethnies, des clans, des tribus, des nations avec des absolus linguistiques religieux. Mais comme la colonisation a un peu bouleversé tout cela, les individus ont commencé à se déplacer, les développements technologiques ont fait qu'on devient de plus en plus mobile, et ce qui se produit, c'est que très rapidement, dans la conscience de chaque individu, le monde était présent. Avant la colonisation, dans la conscience de l'individu, ce qui avait de présent, c'était sa culture, sa peau, son Dieu, son territoire, etc. Alors qu'après le choc de la colonisation, on se retrouve dans la relation et là, on est en face de la diversité du monde. Et cette nouvelle complexité fait que ce qui est devenu le plus déterminant, ce n'était pas
ce n'était plus les marqueurs identitaires traditionnels, mais véritablement les structures d'imaginaire. Pour prendre un exemple, on voit cette femme qui s'appelait Consolida Rice aux États-Unis, qui a été, je ne sais pas, qui avait un grand pouvoir avec George Bush. Eh bien, elle a un phénotype noir, donc on peut dire c'est ma sœur, etc. Alors qu'en fait, tout son imaginaire est un imaginaire qui est le même que celui de George Bush. Et elle n'a pas le même imaginaire que Obama ou que Mandela. Et on voit bien que si on se base sur le seul phénotype pour dire celui-ci est mon frère, on peut se tromper. Alors quand on a le même phénotype, on, 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 on a des solidarités. Quelqu'un qui aurait la peau noire comme moi est nécessairement solidaire de tous ceux qui souffrent du racisme et qui sont pas blancs et qui vivent une situation, une condition très particulière. Ça nous rend solidaires. Mais les fraternités véritables sont données par des éléments différents. Ce qui fait que moi, j'ai compris très vite que comme l'imaginaire était plus important, ma littérature était beaucoup plus proche de celle de Garcia Marquez, qui, est, qui écrit en espagnol et qui est blanc, que celle d'un écrivain africain ou d'un écrivain français. Donc, c'est ça la grosse difficulté. Et cette complexité-là, on ne retrouve pas ça chez R. Cette complexité nouvelle du monde où les langues, les cultures, les dieux, les phénotypes se mélangent et produisent sans arrêt du nouveau, on retrouve ça chez Glissant. Ce qui fait qu'après le monde manichéen et les blancs, les noirs, les colonisés, le colonisateur, je suis entré grâce à la lecture de Glissant dans le monde de la relation et jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de comprendre le phénomène de la relation. Et c'est pour moi la grosse question du monde contemporain. Et il y a une question aussi qui est importante, c'est que quand on voit les logiques décoloniales, post-coloniales qui sont importantes, quand on dit post-colonial, ça veut dire qu'on essaie d'échapper à cet imaginaire qui a été mis en place par le colonisateur et qui domine et qui persiste malgré les décolonisations, qui persiste encore dans l'organisation du monde. Mais rester dans le terme décolonial ou post-colonial, c'est d'une certaine manière mettre la colonisation au cœur de l'histoire du monde. Et ce qui me paraît important, il faudrait qu'on y réfléchisse, mais ce qui serait le plus important aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir un récit du monde où la colonisation européenne occidentale n'est pas le cœur, n'est pas le soleil central autour duquel nous allons nous organiser. Parce que si on dit j'ai une écriture décoloniale ou post-coloniale, ça veut dire que le cœur, le centre, la référence, c'est la colonisation, c'est le colonisateur occidental. Alors que dans la relation, il n'y a pas de référence centrale. Et il nous faut apprendre à envisager le monde, à nous raconter une histoire du monde où on a la donnée de la colonisation européenne occidentale, mais essayer de raconter le monde sans mettre la colonisation au cœur de cette affaire. Et la seule manière de raconter le monde sans donner un primat à la colonisation européenne, c'est de raconter le monde sous les auspices de la relation. Et ça, c'est possible. Et c'est pourquoi Glissant me paraît absolument fondamental. Césaire est fondamental parce qu'il y a encore des relents et des persistances coloniales dans le monde dont il nous faut nous débarrasser, mais Glissant est fondamental parce qu'il nous donne la voie fondamentale qui nous permettra véritablement de vivre quoi? De vivre un autre monde, de vivre un monde où les langues circulent, où les dieux se rencontrent, où on peut choisir sa terre natale. Personne n'est assigné à une terre natale. Ce n'est pas parce qu'on est né à tel endroit qu'on va mourir à cet endroit. Alors, comme la chose la plus déterminante, c'est l'individu. Alors, on a des individus qui vont naître au Cameroun, et qui vont être passionnés par le Cameroun et qui vont se réaliser au Cameroun et qui vont se battre pour le Cameroun. Mais on peut avoir des individus qui sont nés au Cameroun ou qui sont nés au Brésil ou qui sont nés en Colombie ou au Venezuela et qui ne sont pas, pour X raisons,
qui tombent amoureux d'une japonaise, d'une africaine, qui sont émerveillés par je ne sais pas quel autre pays ou quelle autre histoire ou quel autre combat, et qui vont partir et qui vont s'accomplir dans une autre langue, dans un autre territoire. L'exemple qui nous a été donné, c'est Fanon. Fanon est né aux Antilles et il a quitté les Antilles et il est devenu Frantz Fanon, le Frantz Fanon qu'on connaît, il est devenu Frantz Fanon en Algérie. Et quand il s'adressait aux Antillais, il disait nous autres, nous autres Algériens. Il était devenu Algérien et il a demandé à être enterré en Algérie. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la relation fait que c'est l'imaginaire, c'est la structure d'imaginaire qui a fait que Fanon était plus proche des Algériens que des Antillais. Et aujourd'hui, chaque individu doit se construire dans le monde, dans les combats du monde, dans les conflits linguistiques, dans les conflits religieux, dans l'opposition au capitalisme, dans la lutte contre les persistances coloniales. Chaque individu se débrouille comme il peut, il se construit de manière individuelle. Et c'est pourquoi je dis que on peut choisir sa terre natale, on peut choisir sa langue. La terre natale, la langue déterminante, c'est la terre natale où on s'accomplit en tant que personne. Et la langue déterminante, ce n'est pas la langue maternelle, mais c'est la langue où on se réalise aussi en tant que personne. Merci beaucoup. En fait, je n'aimerais pas peut-être en fait tomber dans une sorte de schéma manichéen. Moi-même, en fait, mais cette distinction entre en fait, les philosophies de Glissant et de Césaire pourrait aussi être rapprochée en fait à ce que vous appelez vous-même dans biblique, en fait, la figure du guerrier et celle de rebelle. N'est-ce Ouais. pas? C'est-à-dire, en fait, le guerrier, c'est-à-dire, le rebelle, lui, en fait, il lutte contre un système, mais il a tendance à reproduire, en fait, le même système contre lequel, en fait, il mène une lutte. Mais le guerrier lui-même, en fait, il lutte pour déconstruire, pour détruire et déconstruire totalement, en fait, un système hégémonique pour que cela ne se reproduise plus. J'aimerais aussi, en fait, faire un rapprochement avec en fait, des personnages, en fait, dans vos romans. Il y a le personnage de... Je ne sais pas si on peut faire, en fait, le même parallèle, en fait, entre le personnage de Nègre Marron et le Nègre de Terre. Est-ce que en fait, cette distinction-là aussi peut cadrer avec cette différence, en fait, ces deux figures, en fait, dans vos ouvrages? Le Nègre Marron et le Nègre de Terre, en fait, dans l'imagination des résistances, différentes sortes de résistances dans un système hégémonique. Oui, la distinction, à mon avis, est très importante, hein. On a eu, pendant l'esclavage dans les Amériques, dans toutes les Amériques, on a eu les grandes plantations esclavagistes et on a eu ceux qui se sont opposés à leurs conditions esclaves. Donc, on a eu les nègres marrons. Les nègres marrons quittaient la plantation et allaient se réfugier dans la forêt, sur les bornes, etc. Et ils contestaient d'une certaine manière la condition qui leur était faite. Donc, ils revendiquaient leur humanité. Ça a été un petit peu, et d'ailleurs, dans l'esthétique de la négritude, le héros fondamental des Amériques, pour Césaire et pour la négritude, c'est le nègre marron. C'est celui qui va prendre son coutelas et qui va s'opposer à la domination esclavagiste. Et Glissant, après, va venir et Glissant va dire, OK, d'accord, on a bien sûr le nègre marron qui va dire non au système esclavagiste, mais il y a un autre phénomène plus complexe qui s'est produit. Et pourquoi ça l'a alerté? Parce que dans les petites Antilles, les îles sont très petites. Et quand le nègre marron partait en marronnage, il n'avait pas beaucoup de forêts, il n'avait pas beaucoup de montagnes pour se cacher. Donc, leur marronnage était très, très, très difficile. Et c'est pourquoi une grande partie des esclaves avaient développé ce que Glissant va appeler le détour. Plutôt que d'entrer dans une opposition frontale où on était à peu près sûr de mourir, hein, il y en a qui le faisaient, il y en a eu des centaines de nègres marrons, ils ont vécu comme ils pouvaient, ils étaient traqués par les chiens dans des conditions très, très difficiles. Donc, c'était un choix. Mais il y en a d'autres qui sont restés, c'était la plus grande partie, ils sont restés dans la plantation. Et dans la plantation, ils ont développé une résistance. Ils empoisonnaient
les bœufs, ils cassaient les outils, ils brûlaient les champs, enfin bon, toute une résistance souterraine que Glissant a appelé le détour. Et cette complexité-là a été importante. Et l'autre élément aussi qu'il faut comprendre quand on voit l'histoire du marronnage dans les petites Antilles, on s'aperçoit qu'on peut refuser le, la domination esclavagiste sans pour autant remettre en question l'ordre du monde. Et donc, on le voit par exemple dans les grandes, là où il y avait un peu plus d'espace territorial, dans les grandes îles des Antilles, la Jamaïque, Saint-Domingue, etc. Les nègres marrons avaient la possibilité de se réfugier dans les bois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des communautés, ils ont essayé de reproduire la vie africaine. On le voit aussi en Guyane, dans les Guyanes, là où il y a la grande forêt amazonienne. Les nègres marrons avaient la possibilité de recréer une petite Afrique. Ils essaient de recréer une petite Afrique. Et ce qui se produit dans les Antilles, c'est que les grandes communautés de nègres marrons qui vont s'installer dans les hauteurs vont passer des accords avec le pouvoir esclavagiste. Ce qui fait que, à un moment donné, après les accords, lorsqu'il y avait un noir qui s'enfuyait, les communautés de marrons remettaient le fuyard aux autorités esclavagistes. Donc on voit bien que simplement s'opposer à la domination, dire c'est une déshumanisation, je refuse, ça ne suffit pas à libérer véritablement le mental. Et c'est pourquoi nous avons cette distinction entre le rebelle et le guerrier. Les nègres marrons qui s'enfuient et qui après passent un accord avec les planteurs sont des rebelles. Ils essayent de renverser la domination esclavagiste. Tu me mets en esclavage, je récupère ma liberté, je recrée un village, je mets un roi, une reine, et à ce moment-là, je peux laisser mourir les autres dans la plantation. On voit bien qu'on n'a pas interrogé suffisamment la réalité du monde. Pareil, au moment des indépendances, des grandes indépendances dans le monde, lorsqu'on a eu la décolonisation, toutes les indépendances africaines ou asiatiques ont reproduit, ils se sont opposés aux colonialistes, ils ont dit, ah, je refuse ta langue, je refuse ton drapeau, etc. Je mets ma frontière, je mets mon drapeau, je mets ma langue, je reprends mon Dieu. Et d'une certaine manière, ils ont laissé en place l'ordre capitaliste du monde. Et on s'aperçoit qu'au moment des décolonisations, au moment des grandes indépendances, on a eu une reproduction du schéma État-nation de l'Occident qui a été simplement adapté aux réalités africaines et asiatiques. Et ce qui fait que même après la décolonisation, l'Occident est resté maître du monde. Donc, et c'est pourquoi la pensée de la relation est importante, parce que la pensée de la relation n'est pas simplement une pensée rebelle. On peut dire que la négritude, c'est fondamentalement une pensée rebelle, qui est nécessaire, qui est vitale, qui est importante, mais qui ne pense pas à la complexité du monde. Alors que la pensée de la relation, c'est une pensée qui dit, mais voilà, est-ce que le colonialiste hiérarchise les langues, mais est-ce que c'est bien de hiérarchiser les langues? Non, ce n'est pas bien de hiérarchiser, parce que ce qui fait la richesse de l'être humain, ce sont toutes les langues du monde. Le colonialiste va hiérarchiser les cultures. Est-ce que c'est bien de hiérarchiser les cultures? Non, parce que lorsqu'on hiérarchise les cultures, il y en a une qui est au-dessus, et après on peut génocider, on peut massacrer, on peut... Vous voyez, on entre dans la logique coloniale. Ce qui fait que la pensée de la relation nous permet véritablement de nous libérer de l'imaginaire colonial et d'imaginer un monde que les colonialistes ne peuvent pas imaginer. Et c'est pourquoi il est important aujourd'hui, lorsqu'on lit un texte important, savoir si on a affaire à un rebelle ou si on a affaire à un guerrier. Le guerrier, il réinvente un monde que les colonialistes ne connaissent pas. D'accord, merci beaucoup. En fait, parlons un peu de votre roman, en fait, Texaco, qui vous a quand même valu en fait, un grand prix, le prix Goncourt en 1992. Dans ces romans, il y a comme une différence au niveau de la compréhension de ce que veut dire développement ou modernité. Il y a un personnage, en fait, appelé l'urbaniste, c'est-à-dire le Christ, qui vient en figure rédemptrice, en fait, imposer son modèle de développement, en fait, à Texaco. Et il y a cette figure assez intéressante qui est
Marie-Sophie Laborieux, en fait, qui a toute une autre, en fait, vision de l'espace. Donc, on a su un même espace, en fait, deux types de cartographie, en fait, de visions, en fait, qui sont en jeu. Et en fait, j'aimerais savoir si dans la Martinique d'aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'il y a comme différents types de modernité qui cohabitent, ou bien, où en est-on? Est-ce que en fait, l'alternative développementaliste qui prime, dont on s'en fout de la mémoire, on s'en fout de petits récits? Et donc, comment est la situation en Martinique? Je pose cette question parce que il y a un critique qui vous a caractérisé. En fait, il dit, mais Patrick Chamoiseau, dans les années 80, ne pouvait pas seulement être réduit à un écrivain, c'était une figure politique, en fait. Donc, quelle est votre lecture vraiment, en fait, de la situation en Martinique aujourd'hui, dans la Oui, perspective de cette de Texaco? c'est une question très vaste, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les petites Antilles, et notamment les Antilles qui ont été colonisées par la France, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane qui est sur le continent, euh, n'ont pas réussi à se libérer au moment des grandes indépendances, à la fin des années 50. Elles sont restées sous domination. Pourquoi? Parce que elles étaient des colonies. Il y a eu un combat avec notamment Césaire qui a réclamé que la Martinique devienne un département français. Donc, on est passé du statut de colonie à un statut de département. Et euh, le fait d'être un département français, ce n'était plus la colonisation brutale, raciste, exploitante, etc., qu'on avait connue, c'était une manière un peu bizarre d'être dans la France. Et cette complexité-là était assez déroutante. Ce qui fait que le discours de libération nationale, entre guillemets, n'a pas trouvé d'accroche. Pourquoi? Parce qu'on était rentré dans une situation où la condition des gens était améliorée par la citoyenneté française. Et l'autre élément qui est important, c'est que tout le discours de la décolonisation dans les années 50 a été un discours de rebelle, c'est-à-dire ma langue contre ta langue, mon Dieu contre ton Dieu, ma tradition contre la tradition du dominateur. On opposait aux colonialistes tout ce qui nous appartenait, mes ancêtres, ma langue, mon Dieu, mon territoire, mes traditions, ma couleur, etc. C'était un peu manichéen d'une certaine manière. Mais la difficulté que nous avions dans les Antilles et même dans toutes les Amériques, c'était que nous étions nés dans la colonisation. C'est-à-dire que moi qui suis là aujourd'hui, je suis le résultat de la rencontre entre les peuples amérindiens, les esclaves africains, les colons européens et puis tous les immigrants qui sont venus. Ça a produit des espèces de mélanges, des traditions, etc., etc., qui fait que les Antilles, c'est ni européen, ni africain, ni asiatique, c'est une émergence. C'est une émergence culturelle, civilisationnelle, et toutes les Amériques sont une nouvelle émergence. Et c'est cette complexité-là qu'il nous faut aujourd'hui comprendre et que j'essaie de développer dans mes livres. Alors, ce qui s'est produit aussi dans le monde, c'est que d'une manière globale dans le monde, la colonisation occidentale, domination occidentale, décolonisation, décolonisation sur le modèle occidental, en reprenant le modèle occidental, et ce qui a remplacé dans le monde la colonisation, c'est le capitalisme. Dans la colonisation, le soubassement de la colonisation, c'était déjà le capitalisme, hein. C'est des marchands, c'est des actionnaires qui se nourrissaient de la traite, de l'esclavage, etc. Et lorsqu'on a eu les décolonisations, il ne restait plus que le capitalisme. Alors bien sûr, ce n'était pas des esclavagistes avec des fouets, etc., mais c'était le même ordre dominant qui fait qu'aujourd'hui, même si l'Occident ne représente pas le cœur de la domination mondiale, l'intention occidentale
l'intention capitaliste mondiale domine encore le monde. Ce qui fait que les Antilles, comme tous les pays du monde, sont en face de défis qui sont les mêmes défis. Nous devons lutter contre le capitalisme, nous devons faire face à l'effondrement de l'environnement naturel. La nature qui a été le premier interlocuteur d'Homo sapiens, hein, toutes les cultures et les civilisations d'Homo sapiens se sont développées en réaction et en harmonie ou en contradiction ou en combat avec la nature. Aujourd'hui, la biosphère naturelle s'est effondrée. Et pour que la nature puisse, telle que nous la connaissions auparavant, pour qu'elle puisse maintenir, il faut que nous la gérions. Tous les grands espaces naturels aujourd'hui sont gérés par l'homme. Et s'ils n'étaient pas gérés, eh bien, on aurait une sorte de déconstruction totale. Donc, on n'est plus en face de la nature toute puissance, on est en face d'une nature qui est en train de se défaire et de se recomposer autrement, d'où l'importance de la pensée écologique, de la conscience écologique. Donc, conscience anticapitaliste, conscience écologique. L'autre grand défi, c'est le développement de l'urbanisation. Pendant longtemps, pendant des millénaires, Homo sapiens s'est développé dans un rapport à la nature, une inscription ou des descriptions avec la nature, ce qu'on pourrait appeler la ruralité. Hein. Et puis, on avait le monde rural et puis on avait les petites enclaves urbaines. Et bien maintenant, il n'y a plus de ruralité. Tout est urbain. Et même lorsque les gens n'habitent pas dans une ville directement, ils ont l'imaginaire de la ville. Ils ont un imaginaire urbain. Ce qui fait que toute l'humanité est en train de basculer d'un imaginaire nature à un devenir urbain. Donc, nous avons conscience anticapitaliste, conscience anti, conscience écologique et bien sûr toute cette nécessité de penser le développement de la ville parce que nous allons vivre en ville et l'émotion que nous avions face à un coucher de soleil, face à un arbre, nos enfants auront la même émotion devant un boulevard, devant une rue, un espace urbain, une poésie urbaine. Et ça va être le truc déterminant. Et l'autre défi qui est très important et que tous les peuples doivent affronter, les Antilles aussi, c'est le développement d'un écosystème que l'Homo sapiens ne connaît pas. Jusqu'à maintenant, Homo sapiens vivait dans un écosystème naturel. Il s'adaptait à son écosystème naturel. Et ce qui est en train de se passer, c'est que l'écosystème, d'abord, devient un écosystème urbain, mais que cet écosystème urbain est lui-même avalé par un autre écosystème qui est l'écosystème numérique. Ce qui fait que notre vie, c'est comme si on nous avait pris, on avait mis dans un aquarium et que cet aquarium, ce sont toutes les connexions numériques. Et dans quelques années, et même pas dans moins de 15 ans, notre moi numérique, c'est-à-dire la partie de nous qui est plongée dans le système numérique, sera plus importante et plus déterminante que notre moi biologique. Et on s'aperçoit que toute notre vie devient de plus en plus virtuelle. Et ce qui va compliquer l'affaire, c'est que les écosystèmes urbains seront des écosystèmes numériques et que tout cela sera animé par l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle a une capacité de faire ce que l'Homo sapiens pouvait faire absolument incroyable. Ce qui fait que face à l'intelligence artificielle, nous allons nous demander, mais si la machine peut faire mieux que nous, qu'est-ce qu'un être humain? Comment se définir, nous, être humains, en face d'un appareil qui peut penser mieux que nous, 10 fois plus, 10 fois plus complexe, etc. Donc, nous aurons cette définition de l'être humain à recomposer. Et puis, l'autre écosystème qui est aussi absolument incroyable, ce sont les accélérations technologiques. Vous pouvez aller dans n'importe quel coin de l'Amazonie, de l'Afrique, dans n'importe quelle tribu, tout le monde a tout le monde a son portable. C'est-à-dire que tout le monde vit avec des, 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 des objets technoscientifiques qui sont en train de modifier notre existence. Ils modifient tellement notre existence que nous ne savons même pas comment nous allons vivre dans les 30 ans qui viennent. Nous ne savons pas dans quel monde nos enfants vont vivre.
Donc, vous voyez que toutes ces réalités-là sont des réalités qui se rejoignent, qui sont interdépendantes, qu'on ne peut pas penser isolément et qu'on est obligé de mettre en interaction. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'idée que nous avions du développement, qui était le développement industriel occidental avec une croissance continue, ça ne tient pas la route en face de cette complexité-là et qu'il nous faut inventer une voie nouvelle. Eh bien, aux Antilles, nous sommes très embarrassés parce que nous ne savons pas encore penser cette nouvelle complexité et tous les peuples du monde sont très embarrassés pour la penser. Et l'autre élément aussi qui est caractéristique de notre réalité, c'est qu'avant, on vivait en communauté. Homo sapiens a toujours vécu dans des communautés avec un corset symbolique, avec une langue, avec des dieux, avec bon, des éléments de cohésion globale. Aujourd'hui, nous sommes des sociétés d'individus. Quand on regarde un espace, dans l'espace urbain, dans une ville, on a des individus qui s'alimentent, qui développent entre eux des solidarités. Mais on n'a plus la fusion communautaire avec les mêmes dieux, la même langue, la même couleur de peau, la même mémoire, la même histoire. Dans un espace urbain, et encore plus dans l'écosystème numérique, il y a 1000 histoires, 1000 mémoires, 1000 langues, 1000 phénotypes, il y a des métissages, il y a des hybridations, il y a des déterritorialisations. On a une complexité inouïe. Et on s'aperçoit que ce qui est plus déterminant dans le monde contemporain, ce n'est pas l'approche communautaire, mais c'est l'approche de l'individuation. Et que chaque individu doit se construire dans cette complexité-là, se construire en tant que personne. Et c'est cette dynamique de l'individu se construisant en tant que personne qui est, je dirais, le socle de notre pensée du monde et de la pensée de l'épanouissement de l'être humain dans le monde. Ce qui fait que la notion de développement aujourd'hui, elle se pose avec ces défis-là. Et j'ai même oublié l'écosystème cosmique, parce que pour l'instant, on oublie le cosmos. Mais dans les années qui vont venir, avec les difficultés de la biosphère, les milliards d'individus, quand nous commencerons à être trop nombreux sur cette planète, il faudra bien trouver une autre planète. Et les découvertes qui vont se faire en astrophysique dans les 10 ans qui viennent, même pas 20 ans, mais 10, 15 ans qui viennent, seront absolument déterminantes. Et ce que nous allons découvrir sur la physique quantique ou la physique gravitationnelle, là, quand on va commencer à les réunir, ça va complètement modifier les assises de notre imaginaire. Nous sommes obligés de repenser, de repenser notre conception de l'homme, de la Terre, de l'univers. Vous voyez, tous ces défis-là font que nous ne pouvons pas aujourd'hui rester dans des combats qui sont décoloniales, ma peau, ma statue, mon histoire. Ce sont des combats qu'il faut mener, mais ce sont de petits combats. Les combats les plus déterminants, c'est véritablement le combat de la relation. Comprendre cette complexité dans laquelle nous sommes plongés, mener tous les petits combats qui sont nécessaires et urgents, mais ne pas perdre le cap qui est que nous sommes, nous, espèces humaines, confrontés à la nécessité d'habiter autrement, de penser autrement notre rapport au vivant, notre rapport à la planète, notre rapport au cosmos et notre rapport aux accélérations numériques et technologiques. Et ça, c'est un défi incroyable. Et quand on vient au domaine de la littérature, c'est ça l'objet de la littérature aujourd'hui. Un grand roman, c'est un roman qui nous aide à penser cette complexité-là. Et si un roman ne nous aide pas à penser cette nouvelle complexité-là, ça n'a pas d'intérêt. On peut se raconter des petites histoires décoloniales sur la colonisation. On peut ressasser toutes ces choses-là. Il faut le faire, c'est peut-être utile, mais ce n'est pas déterminant. Ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est d'apprendre à vivre cette complexité linguistique, anthropologique, urbaine, numérique, et se poser la question, mais qu'est-ce qu'un être humain dans ces nouvelles réalités? Et ça, c'est l'objet de la littérature contemporaine. D'accord, merci beaucoup. Et je vois en fait dans vos romans, il y a comme une pléthore de personnages, il y a une pléthore de récits individuels, collectifs en fait. Et c'est vraiment en fait une mosaïque en fait de différents espaces, de différents types de personnages, de différents types de nomenclature aussi en fait.
Et en fait, nous avons l'habitude en fait de faire lire par nos invités un passage de leurs ouvrages, en fait, d'un de leurs Ah oui. ouvrages. Donc, dans ce cas, j'ai cru que ça serait bien en fait de lire une page et demie pour nous et notre public en fait. À la page, si vous avez le bouquin avec vous, à la page 494 qui Oui. commence par l'informatrice parlait d'une voix lente. C'est extraordinaire parce que c'est exactement l'extrait que j'avais prévu de lire. C'est incroyable. C'était C'est incroyable, totalement incroyable. incroyable. C'est vraiment cet extrait-là que j'ai. Vous voyez, c'est même Mon Dieu, mon Dieu. Ça, incroyable. quelle coïncidence Ah, ouais. transatlantique, c'est télépathie Alors, transatlantique. je lis. L'informatrice parlait d'une voix lente ou parfois très rapide. Elle mélangeait le créole et le français, le mot vulgaire, le mot précieux, le mot oublié, le mot nouveau, comme si à tout moment elle mobilisait ou récapitulait ses langues. Elle avait des périodes de voix pas claires, comme certains grands conteurs. Dans ces moments-là, ses phrases tourbillonnaient au rythme du délire et je n'y comprenais acte. Il ne me restait qu'à m'abandonner, débarrassé de ma raison, à cet enchantement hypnotique. Parfois, elle me demandait de rédiger telle quelle certaines de ses phrases, mais le plus souvent, elle me priait d'arranger sa parole dans un français soutenu, sa passion fétichiste. Mon utilisation littéraire de ce qu'elle appelait ma pauvre épopée ne lui fut jamais évidente. Elle en avait une haute idée, mais elle en percevait nullement l'esthétique. Elle pensait, comme Tissiric, qu'il fallait la conserver, mais que tenter l'écriture d'histoires tellement peu nobles était une perte de temps. Néanmoins, elle se prêta de bon gré aux exigences de mon travail, et même lorsque j'entrais en contact avec le Christ dont elle m'avait parlé, un urbaniste de la mairie de Fort-de-France, d'une grande civilité, appréhendant l'envie en créole visionnaire, qui m'expédia de précieuses notes, elle me parla toujours avec la même franchise d'elle-même, de son intimité, de ses chairs, de son corps, de ses amours, de ses larmes, le tout mêlé à la vie de mon esternum et de son idoménée et balisant d'un cœur à vif l'histoire de Texaco. Merci beaucoup, Patrick. On ne va pas entrer dans l'exigence. C'est un donné à penser, en fait, pour notre public. Donc, merci beaucoup. Ça a été un échange très enrichissant et Merci, merci énormément. à très bientôt. Ah, Allez, au merci revoir. beaucoup. Merci beaucoup. Ahora terminamos nuestro intercambio de ideas con el autor martiniqueño Patrick Chamoiseau. Hay que quedarse conectado a este canal de la Biblioteca Luis Ángel Arango para escuchar y para seguir los próximos intercambios de ideas con autores africanos y afrodiaspóricos. Muchísimas gracias.